Bon réveil à chacun et à tous. Bonjour, bienvenue sur Actu Matin. C'est votre matinale. Installez-vous. Dans un petit instant, les infos sur le temps qu'il fera ce mardi 5 avril sur l'ensemble du pays. Vous aurez donc votre météo de la journée. Le lever du jour, c'était déjà il y a quelques minutes, ce matin à 6h47 précisément. Et le coucher du soleil est prévu pour 18h59 ce soir. On tourne autour du temps de jeûne pour la communauté musulmane. Les fidèles entament le quatrième jour en cette période de privation et de prière. Il faudra alors garder la forme le long de la période. Les conseils santé partant justement des risques sanitaires auxquels sont exposés les candidats au jeûne. C'est ce que nous ferons à la première heure dans le forum santé avec Dr Hérotode Tokwanoude. Il est médecin, il est notre invité. Et puis ce sujet au cœur des discussions quotidiennes dans pratiquement tous les cercles de la société, en famille, au boulot, entre amis. Et sur les médias, on évoque l'épineuse question de la cherté de la vie. Elle n'est pas liée au vote du budget, ni à l'augmentation des taxes dans la loi des finances gestion 2022. Ce sont là les propos du président de l'Assemblée nationale pris en entretien sur un média privé. C'était dimanche dernier. Il évoque les raisons qui justifient la crise actuelle, la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Louis Vlavonou salue les efforts du gouvernement face à cette cherté et exhorte les compatriotes à la patience. Ces propos font la une ce mardi. Et sur Actu Matin, un autre développement avec un observateur de la vie publique, ingénieur des travaux, public à la retraite. Henri Doutétien est notre invité de la deuxième heure. Et puis l'autre rendez-vous à prendre également sur Actu Matin, c'est la découverte. Nous irons au contact de la créativité de nos artisans. Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran ont fait une immersion dans l'univers de Dame Jeanne Amadji Wessinon pour découvrir ce qu'elle fait. En effet, elle utilise diverses sortes de papiers recyclés pour réaliser différents objets d'art. Nous lui avons consacré quelques minutes. Vous découvrirez tout cela en deuxième partie, peu avant votre revue de presse. Installez-vous, voici la météo. Allez, retour plateau au menu de votre mini-journal ce mardi. On parlera du militantisme politique et du développement personnel. Est-ce que ces deux facteurs peuvent aller de pair? Oui, si l'on s'en tient à ce message de la Jeunesse Union Progressiste de Dassa Zoumen. Elle était en journée de réflexion. Les jeunes militants UP avaient à leur côté pour les communications différents cadres de la formation politique. Le développement à suivre dans un instant.
récent et puis dernier des 5 jours de libation et sacrifice chez les adeptes Tronkpeto Deka à Lafia. C'est donc ce mardi à Webo. Les cérémonies de retrouvailles rituelles entamées depuis vendredi dernier prennent fin aujourd'hui. Nous reviendrons dans le mini-journal sur 2 axes phares de cette cérémonie et ce sera avec William Cliquant dans le bulletin matinal. Bonjour William. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue, installez-vous. Wakavali Kwara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. À vivre avec vous les toutes premières informations et c'est à la une des parutions du jour, la transition. Wakavali Kwara, la cherté de la vie continue de faire parler d'elle. Oui Christian, déjà depuis un certain temps, la question de la cherté de la vie défraie la chronique. Les commentaires vont bon train un peu partout. C'est donc une affaire qui fait grand bruit, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les chaînes des médias. Ça fait réagir les autorités au niveau gouvernemental et même au niveau du Parlement. Le président de l'institution, bien entendu, s'est prononcé sur une chaîne privée de La Place. Ses propos sont rapportés ce matin par le quotidien Maison Fraternité qui titre « Cherté de la vie et mesures d'accompagnement ». Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, félicite Talon et son gouvernement. La cherté de la vie n'est pas liée au vote du budget. Une portion des propos donc du président de l'Assemblée nationale rapportés par Fraternité. Achetez le journal et vous avez donc le reste des détails. Augmentation des salaires des travailleurs, le compte à rebours. Et puis cette opinion, flambée des prix, bien-être social et nécessaire sauvegarde des acquis de développement, l'indice du bonheur et du bien-être social et l'augmentation du prix de la bouteille de butane. Usagers des bus de transport de l'université d'Abomey-Calavi, le calvaire des étudiants la face cachée de la BBG. Voilà, à la une maintenant du quotidien de service public, la nation politique fiscale, pas de hausse d'impôts. Et puis, réforme de la procédure d'élaboration des projets de loi pour l'exécution rapide des textes promulgués. C'est une information à découvrir à la page 3 du quotidien de service public. Et puis, à la page 13, vous avez ces recommandations de Imam Shakirou Amoussou à propos du jeûne Ramadan. Il faut éviter de contempler sa femme avec désir. À la une maintenant de carte suitable, revue au 31 décembre 2021 du plan de travail annuel et lancement de la gestion 2022, les performances et contre-performances du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique saluées. On parle d'un taux physique de 81,11% en 2021 contre 75,11% en 2020. Des recommandations faites et des lettres de mission adressées pour l'atteinte des objectifs. Quatre sur table qui précisent que la société civile a salué la présence et la participation active de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladeka. Sensibilisation sur le cyberharcèlement et à l'instit de l'OCOSA, la DECOUS, Ghislaine Fagbohou, outille les organisations estudiantines sur la préservation des données personnelles. Le grand jury, semaine de l'énergie électrique au Bénin, le directeur général de la CEB, Karimou Chabi Sika, dénonce l'incivisme et annonce des innovations. On verra de quoi cela retourne dans nos éditions qui vont démarrer sans doute à partir de 13h. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin, un petit souci. Alors, on a la chance à la une maintenant de Le Matinal. Enrôlement au RAVIP dans le cadre de la confession de la LEI, la liste électorale informatisée. Fortune diverses, constat à Cotonou, Porto-Novo, dans le Zou également, les collines, le Mono et dans le Koufo. Expérience Tébé, président du parti MPL. Nous avons prévu des descentes sur le terrain. Et puis El Farouk Soumanou du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Une compilation des constats sera réservée à l'année, sera reversée, à l'année. Et puis Laurent Delors-Faton, secrétaire général du parti la LNA, nous faisons juste ce qu'il faut pour entrer dans le jeu. Et puis Annick Djimadja du parti Union Progressiste, les organes s'activent. Allez, Christian,
On revient maintenant à la une du quotidien de service public, du quotidien Maison, j'allais dire fraternité, cherté de la vie et mesures d'accompagnement. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, qui félicite Talon et son gouvernement. Voilà, c'était là donc les principaux titres de la presse ce mardi. Une petite moisson et les mardis c'est pareil. Les mardis et jeudi, c'est ce à quoi nous assistons. D'accord. Et puis le quotidien Fraternité qui relaie les propos du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui était sur une chaîne de télévision. C'était donc dimanche dernier dans un entretien. Ces propos qui sont relayés reviendront en fin d'édition dans notre revue de presse avec Assiongo Kani Assiongo. Mais entre-temps, en plateau, forum de discussion ce matin, nous aurons notre invité, Henri Doutetien, qui, lui, est un ingénieur des travaux publics à la retraite. Il est observateur de la vie publique et il a sa petite idée sur la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement. Nous l'entendrons au forum de discussion de la deuxième heure ce matin. Et puis, Wahab Ali Para, le quotidien Fraternité met l'accent sur un constat et ça se passe du côté de l'université d'Abomey-Calavi où le journal relaie ce matin le calvaire des étudiantes sur le campus d'Abomey-Calavi. La question de violence basée sur le genre devient de plus en plus criante. Certaines des victimes se retrouvent parmi les usagers du transport étudiant. À l'intérieur des bus pleins à craquer se joue très souvent un triste film, le film des attouchements sexuels et de l'incommodité. Un bout de phrase pour attaquer le papier ce matin. Arsène Azizao écrit, et je le cite, « Laissez-moi, laissez-moi ». C'est le cri de détresse d'une étudiante dépassée par les attouchements d'étudiants dans un bus universitaire. Oui, vous qui avez fait l'université d'Abomey-Calavi, vous avez inventé cela ? Oui, c'est un phénomène qui n'est pas pour autant nouveau. Et quand on sait le contexte actuel avec, avec certains bus universitaires, les derniers en date qui ne sont plus en état, on se dit qu'avec un retour aux anciens bus qui ont une capacité moins grande que les bus auxquels on a été habitué ces dernières années, que le phénomène est plus d'ampleur parce que surcharge sera un peu plus demandé à ces conducteurs-là. Mais il faut reconnaître que les conditions sont d'abord propices à ça. On est entassés comme des poissons de sardines. Il n'y a presque pas d'air. Et avec les autres étudiants du BCCL, le bureau de coordination des comités de ligne, il y a que la consigne de faire passer tous les étudiants. C'est-à-dire, tous autant qu'ils sont, ils sont en droit de monter à bord et de rentrer chez eux. Donc, dans un contexte comme celui-là, il faut comprendre quand même qu'un tel phénomène se développe. Mais nous sommes à l'université, c'est le temple du savoir, comme ils aiment le dire. Ces questions de moralité ne devraient pas avoir de place. On pourrait être bien entassé, mais quand même reconnaître que chacun a droit à une intégrité physique qu'il faut respecter et qu'il faut respecter également la morale et l'éducation de ces filles-là qui sont dans le même bus que nous. Parce que ce n'est pas un aveu de bassesse ou de mœurs légères que de ne pas avoir les moyens pour s'offrir le transport qu'il faut et rentrer à la maison. Alors, le film se déroule, c'était le 28 mars dernier, autour de 19h, dans ce trafic qui emmenait les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi pour le centre-ville de Cotonou. Et après le chargement, la fille déclare qu'elle s'est retrouvée derrière, debout, au milieu de 3 hommes, un devant, un derrière et un autre à côté. Les 2 qui étaient devant et derrière étaient en train de la toucher, de la serrer. Elle était sur un seul pied et elle avait très mal. Elle a alors demandé au chauffeur d'arrêter le bus. Elle a crié pour demander secours, mais les attouchements continuaient puisqu'il se faisait tard. C'est une description d'une situation qui est, ma foi, les témoignages d'une bassesse, surtout quand ça vient des étudiants, ceux-là qui sont des aînés, parce que vous savez, sur le palier, nous avons le primaire, le secondaire et l'université. Par conséquent, les frères de l'université qui ont cette maturité devraient savoir donner la meilleure des leçons aux jeunes frères. Donc, on ne peut pas être dans cet univers-là avec les conditions que nous savons où chacun de
devrait plutôt s'apitoyer et souhaiter l'amélioration des conditions de transport des étudiants, mais c'est dans ce climat plutôt, je dirais, difficile pour chacun on prend le malin plaisir d'envoyer ses mains, ses doigts un peu partout sur une personne qui a le droit, n'est-ce pas, à la conservation de son intégrité physique et même à son intimité. Il y a un véritable problème qui se pose à ce niveau. Et je pense que, entre autres choses, après la question d'éducation, de moralité, de civisme et autres, il y a que cela interpelle les autorités au plus haut niveau, aussi bien au niveau du rectorat, du ministère de l'enseignement supérieur, ou même au niveau de l'État central, de manière à ce que, n'est-ce pas, on travaille à avoir des bus où le pléthore ou la question de surcharge ne puisse plus se poser. Parce que le terreau est fertile à ce niveau-là. On n'a pas assez de bus. Or, l'objectif est de transporter tous les étudiants, pour ne pas dire le maximum d'étudiants. Et donc, cela facilite aussi bien hommes comme filles, n'est-ce pas? Les étudiants et les étudiantes ont le même droit face aux questions de transport en commun. Et donc, on se retrouve dans une condition où on procède à des attouchements. Et c'est c'est celle qui a pu au moins dénoncer qui a attiré l'attention de notre collègue du quotidien Fraternité. C'est une réalité un peu partout. De plus en plus, vous allez constater que dans les minibus Tokpa, quand il est autour de 18h, 19h, les lampes sont allumées à l'intérieur de ces minibus-là, pour éviter que dans l'obscurité, les passagers profitent l'un de l'autre et autre. Parce que les plaintes sont nombreuses à ce niveau égal. Il faut faire le constat, autour de 19h, quand déjà il commence par faire sombre, dans les minibus, ils ont travaillé à installer des lumières, des lampes qui sont allumées pour éviter. Le campus également, je pense qu'il y a des lampes, mais non, ça n'émousse guère la mauvaise foi et ceux-là qui sont animés. C'est-à-dire, on dirait qu'ils montent à bord, n'est-ce pas, avec l'objectif d'aller procéder à cette situation. Il y a certains qui profitent de ces quelques minutes de trajet pour se faire plaisir dans les bus. En tout cas, ces dénonciations sont. On ne peut pas appeler ça la plaisir. C'est à la limite une tristesse qu'il faut décourager si on arrive à mettre la main sur ces individus, les auteurs. Une insécurité qui est d'ailleurs favorisée par l'État qui doit faire quelque chose. Qui doit faire beaucoup de choses. Multiplier les bus. Beaucoup de choses. Voilà. Merci Wakab Alipara. À tout de suite. Vous restez avec nous. William Cliquant, le bulletin matinal, c'est dans un instant. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Démarrer notre bulletin matinal par cette journée de réflexion et d'échange de la jeunesse union progressiste de Dassa-Zoumé. L'activité a réuni autour des responsables communaux, départementaux et représentants du bureau politique national, des jeunes venus des diverses contrées de la cité des 41 collines. Ensemble, ils ont fait le point des initiatives, actions menées et stratégies développées pour l'enracinement du parti dans la localité. Le thème retenu pour les échanges est intitulé « Jeunes UP militantisme et développement personnel ». Retrouvez Hélène Amoussou et Georges Vaudenon pour le point. Une jeunesse plus unie, combative et déterminée à porter plus haut les idéaux de l'Union progressiste. Pour atteindre cet objectif, les jeunes militants de la commune de Dassa-Zoumé se mobilisent autour de différentes personnalités. Élus, cadres et personnes ressources, ces derniers se sont réunis ce week-end pour débattre de plusieurs sujets et thèmes. Les échanges ont essentiellement porté sur la place, les droits, devoirs et la contribution attendue du jeune au sein de la formation politique. Vous le savez mieux que quiconque que rien de bon ne peut se faire dans la désunion et dans la discorde. Voilà pourquoi la présente rencontre vise à exhorter les uns et les autres à l'unité et à la synergie d'action pour le développement de notre belle commune et par ricochet de notre beau pays, le Bénin. C'est une rencontre qui nous permet de vous parler, de vous repréciser quels sont vos droits et devoirs
de vous indiquer quels sont les défis et enjeux du moment et de nous intéresser aussi et surtout de la question de l'emploi. Nous avons intérêt à ce que Dasazoumé compte parmi les communes les plus partisans de l'Union progressiste. Les réflexions ont duré toute une journée. Le thème retenu pour ces assises est intitulé « Jeunes UP, militantisme et développement personnel ». La rencontre meublée par plusieurs communications a aussi été le cadre pour aborder les dispositifs et opportunités créés par le gouvernement afin de faciliter l'insertion des jeunes. Un accent particulier a également été mis sur la volonté du chef de l'État d'accompagner la protection et l'épanouissement des femmes. Avec une discrimination positive, nous avons plus de 33% de femmes choisies pour être secrétaires exécutifs donc des mairies. Et je pense que c'est une grosse avancée. Dans quelques mois, nous aurons au moins 24 femmes à l'Assemblée. Nous allons remercier le chef de l'État, nous femmes, à l'aune des résultats que nous allons produire. Et si nous devons maintenir la flamme et qu'au niveau du parti, qu'on nous reconnaisse cette place et qu'on nous oriente, qu'on nous appelle et qu'on nous attribue ce qui nous est dû, cela dépendra de la manière dont nous-mêmes nous portons le bébé que nous avons. Cheville ouvrière de la victoire du parti dans la région lors des dernières consultations électorales, ces jeunes, en organisant ces assises, donnent une fois encore la preuve de leur engagement à œuvrer pour le rayonnement du parti du Baobab. Au terme de la journée, les camarades politiques ont réaffirmé leur soutien aux actions du chef de l'État ainsi qu'à son programme d'action. Irénée Agossa et ses militants du parti Restaurer la confiance réaffirment leur appartenance à l'opposition. William Cliquant. Oui, Christian, une déclaration officielle faite à Djougou ce week-end. Il a réaffirmé à la faveur d'un meeting qui a rassemblé ses différents militants et sympathisants son appartenance à l'opposition conformément au statut de l'opposition en République du Bénin. Alassane Harouna, Abdou Sahabi Idrissou. Se positionnant très tôt comme un parti d'opposition au régime en place après l'obtention de son récépissé définitif d'existence légale, le parti Restaurer la confiance RLC de Irénée Agossa se devrait d'entériner sa position à travers une déclaration publique et ce conformément à la loi portant statut de l'opposition au Bénin. Pour cet exercice, Irénée Agossa et ses militants venus des 4 coins du pays ont choisi la cité des Pétoni, Nyoraya Takora. Le parti Restaurer la confiance, en abrégé RLC, parti reconnu avec le récépissé, déclare conformément aux dispositions de la loi numéro 2019 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin, son appartenance à l'opposition. Juste après cette déclaration solennelle, le président de Restaurer la confiance va apporter quelques clarifications et les enseignements à tirer après l'obtention du récépissé définitif de sa formation politique. L'obtention de notre récépissé définitif permet de faire 2 ou 3 clarifications. D'abord, cela démontre que la création de RLC a pour socle la foi. C'est un acte de vision qui nécessite un engagement total et non une action ponctuelle d'aventurier. Ensuite, les mercenaires politiques tapis dans nos rangs se sont fait découvrir très tôt, mais ils sont partis d'eux-mêmes. Troisième clarification, c'est le gain politique que nous avons reçu, bien sûr, de cette élection. Nous avons défini au cours de cette élection que la conquête du pouvoir doit se faire à travers les urnes. Nous avons eu raison de faire ce choix, puisque tous ceux qui croyaient que RLC avait participé à l'élection présidentielle pour juste confirmer l'élection du président Talon se sont fourvoyés tous. L'occasion de cette rencontre de Djougou sera saisie par le président du RLC pour exhorter la jeunesse à adhérer massivement à sa formation politique
afin de permettre la mise en œuvre de son idéologie dans différents secteurs et domaines politiques, sociaux et économiques. Vie associative maintenant, les membres de l'association de développement de la cité Beka dans le quartier Zopa, commune d'Abomey-Calavi, se sont réunis en assemblée générale élective. L'objectif de la session est de redonner vie à ce creuset pour discuter des problèmes qui perturbent la quiétude des résidents de la cité. L'initiative est accompagnée par la mairie de la commune d'Abomey-Calavi et le chef quartier de la zone des palmiers à huile de Zopa. Ali Moumouni, Rachidi Soubero. Face à l'insécurité grandissante qui menace leur quiétude, les résidents de la cité Beka, située dans la zone des palmiers à huile Zopa, à Abomey-Calavi, ont décidé de redonner vie à leur creuset. L'association de développement de la cité Beka, ADECI Beka. Né le 23 novembre 2011, à la faveur d'une assemblée générale constitutive, l'ADECI Beka a connu plusieurs années de léthargie suite à de nombreuses difficultés que sont affectation hors du territoire national pour certains, décès de certains membres du bureau exécutif, déménagement pour d'autres. Pour ce nouveau départ, les objectifs de l'association restent inchangés. Renforcer l'unité d'action des habitants de la cité autour des problèmes qui minent le développement de la localité. Si les membres de l'ADECI Beka ont prévu solliciter l'accompagnement des autorités locales et communales, le chef du quartier de la Zopa, Afeissou Samon, et le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Évariste Arwandjinou, ne se sont pas fait prier. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette assemblée générale. Je l'ai accepté malgré mon agenda chargé, parce que pour moi, tout développement est d'abord développement à la base. Et si, au niveau de tous les quartiers de la commune d'Abomey-Calavi, nous pouvons avoir des associations du genre qui se réunissent et qui pensent leur développement, la chose sera beaucoup plus facile à gérer. Nous avons des citoyens béninois qui ont travaillé pendant des années pour acheter une maison, un immeuble. Et au finish, ils ont une maison, mais ils n'ont aucun papier. D'autres en ont des papiers, mais qui n'ont aucune valeur juridique. D'autres sont là et l'autorité communale ne sait pas si elle a des citoyens sur son territoire. Au sujet de la question des propriétés foncières, le chef du quartier de la Zopa a entretenu les participants. La communication d'une heure lui a permis d'expliquer à ses hôtes les différents contours du sujet. Il n'y a pas question de dire je suis à jour, je laisse les gens qui ne sont pas à jour faire leur lutte. Non, ici aujourd'hui et maintenant, c'est tous les acquéreurs, que tu sois à jour ou pas, on doit se mettre ensemble pour trouver la solution afin que la quiétude soit de mise au niveau de chaque maison. Les résidents ont également suivi une communication sur l'insécurité et mené des débats sur la question. À la fin des travaux, un nouveau bureau est installé pour conduire les activités de l'association pour les 3 prochaines années. Religion pour finir, les retrouvailles rituelles des adeptes de la divinité Tronkpetolika Alafia à Wegbo prennent fin aujourd'hui dans la commune de Tofo. Les 5 jours d'activité ont commencé depuis vendredi 1er avril dernier, mais dimanche, il y a eu 2 grands rituels qui ont marqué l'attention de plus d'un. Les détails dans ce reportage. Les 2 points d'étape de ce 3e jour ne sont pas des moindres au programme des 5 jours d'intense consécration à la divinité Tronkpetolika ici à Wegbo. Le Afan Kaka, signifiant consultation des oracles en langue, et le Agboruru, l'immolation du bélier. Ce Wetanu, pour dire retrouvailles en honneur des ancêtres et des divinités, a regroupé plusieurs adeptes venus de différents départements du Bénin, Cheddar, Kinigbeji. L'arrivée du souverain du royaume d'Alada aux côtés du haut dignitaire de sa cour royale et hôte de cette cérémonie marque le tournant décisif des rites.
Les fidèles perpétuent la tradition, réitèrent allégeance aux pouvoirs ancestraux à travers diverses libations et cultes toute cette matinée durant. Ces sacrifices sont forts de sens. Ils assurent les arrières de toutes les familles présentes. L'activité qu'on venait de faire, ça s'appelle Petatrotro. Petatrotro de tronc, pédo de cas, lafia, de Toinviadje, de Togbe à Tcham 3. Donc on a fait des rituels ici, tu as vu tout à l'heure. On a tué des bœufs et les autres aussi. Donc tout ça, c'est pour la paix. Donc c'est la culture béninoise et on demeure toujours dans la culture et puis pour la paix et puis pour la reçue des divinités. Et s'en suivra la boucle de la boucle. Les mânes, par l'entremise du roi, bénissent les fils. Au nom du Dieu vivant, créateur de l'univers visible et invisible, au nom de nos illustres ancêtres rois du Bénin, au nom des entités traditionnelles du Bénin, entités célestes, entités terrestres et entités maritimes, digne prince, très cher Da, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. L'intérêt était grand pour tous les adeptes. Le Klongligli, le Agbassa Kaka et le Goussoso sont les autres rituels intervenus dans la suite de ces retrouvailles. C'est tout pour le mini-journal de ce matin. Christian Adanledja. Et nous vous disons merci. Tout à l'heure, quand il sonnera 13h, nous retrouverons donc la rédaction de Canal 3 BDN à la grande édition de la mi-journée avec Eric Guédénan. Prenez donc le rendez-vous. Et tout de suite, le rendez-vous à prendre sur Actu Matin, c'est bien sûr les sports. On va retrouver Hakim Essedou Ousseini. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Bien, les sports ce matin sur Actu Matin. On va commencer par le football et ça recommence sur le vieux continent avec ce soir le premier acte des quarts de finale de la Ligue européenne des champions. Les précisions avec vous, Hakimi. Bonjour. Christian, bonjour mesdames, messieurs, amis sportifs. Bonjour, les Reds de Liverpool seront en déplacement à Lisbonne pour jouer le Benfica. C'est dans le cadre, vous le faisiez constater, du premier acte des rencontres prévues pour compter pour les quarts de finale de la Champions League, la plus prestigieuse des compétitions sur le vieux continent. C'est une affiche sur le papier déséquilibré, mais attention, il y a bien du risque de contenir et de nous réserver des surprises. Le Benfica, on rappelle, c'est quand même l'équipe qui a laissé à quai la Jas d'Amsterdam qu'on ne présente plus. L'autre rappel à ne pas négliger pour le compte, je dirais, des atouts à mettre à l'actif du Benfica de Lisbonne. C'est aussi le Benfica qui est sorti de la phase de poule
après s'être débarrassé du Barça 3-0 dans un groupe où il y avait le Bayern de Munich. Le match est donc ouvert et le duel Jürgen Klopp et Nelson Virissimo s'annoncent en liche. Vous suivrez donc pour le compte de ce premier acte des quarts de finale de la Champions League le match entre le Benfica de Lisbonne et puis les Anglais de Liverpool. L'autre affiche au programme de ce premier acte des quarts de finale de la Champions League, c'est bien l'explication à suivre entre les Anglais de Manchester City et puis les Espagnols de l'Atlético. Pep Guardiola s'apprête à disputer son 5e quart de finale de la Champions League en termes de palmarès. Vous suivrez donc ces deux affiches ce soir à partir de 20h, bien évidemment. Rencontre prévue pour le premier acte Christian des matchs des quarts de finale de la Champions League sur le vieux continent. Voilà, et à suivre demain, une grande rencontre également entre les Blues de Chelsea et le Real de Madrid. C'est exact, le match c'est à suivre demain, mais déjà, il y a des infos à retenir pour le compte de cette affiche. Chacun se prépare à son niveau. Conférence de presse et rencontre importantissime pour le Real Madrid qui sort d'une victoire en championnat espagnol de football. Ce n'est pas le cas avec les Anglais de Chelsea. On rappelle un peu que ce sont deux formations qui sont en train de travailler à composter un billet qualificatif pour le compte des demi-finales de la Champions League. Vous aurez des précisions relatives à cette rencontre. Ce sera bien évidemment demain, au même titre que nous proposerons les résultats des deux premières affiches des quarts de finale de la Champions League. On revient au plan national pour nous intéresser, Christian, ce mardi aux documents de la semaine. Ils sont 3 et un gardien de but convoqué par le sélectionneur des écureuils du Bénin, l'intérimaire Moussa Latundi. On rappelle que le Bénin prépare à l'occasion des journées FIFA au tournoi d'Antalya du côté donc de la Turquie avec, un trophée enlevé. Et pour faire un peu plus précis, si Tossian Yegun et Josué Chibozo ont eu du temps de jeu, ça n'a pas été le cas avec Guillaume Gbeyinou. C'est le gardien de but de l'association sportive La Vallée Omnisport qui évolue donc en Super Ligue professionnelle et qui a fait un match nul à l'occasion donc de la 7e journée de la Super Ligue ce week-end. Mohamed Yanou aussi a été convoqué, mais lui aussi n'a pas eu le temps de jeu parce qu'il était au pays pour des questions administratives relatives donc à son passeport. Bilan de leurs prestations, projection sur l'avenir de l'équipe nationale, nous avions posé ces différentes questions à des chroniqueurs sportifs qui ont fait leur analyse. Voici pour vous le résumé du document de la semaine de ce mardi 5 avril 2022. La liste des joueurs convoqués. Gbeyinou Guillaume, Tidjani Mohamed, Chibozo Ange Josué et Tosin Ayegun. Déjà, l'appréciation que je fais de cette convocation de ces joueurs, c'est beaucoup plus insuffler du sang neuf pour l'équipe nationale qui en a véritablement besoin dans les différents compartiments. Ce que d'aucuns appellent la révolution de l'équipe nationale, qu'on le veuille ou pas en d'autres thèmes. Je pense que c'est de ça il est question. Et là-dessus, je pense que Moussa Latundi aura osé. Moi, j'ai toujours pensé que la sélection nationale, c'est le fanion, c'est la porte ouverte à tous les bons talents du pays. Parce qu'une équipe nationale sans concurrence, ce n'est pas la peine. On ne peut pas limiter une équipe nationale à un nombre donné. Il faut susciter la concurrence pour permettre aux gens d'aller au-delà de leur performance, de travailler davantage à donner le mieux d'eux-mêmes pour pouvoir revenir de plus en plus en sélection. Donc élargir le nombre, faire venir encore d'autres talents. Je crois que c'est très bon et le Bénin doit en demander davantage parce qu'on connaît un peu le niveau de notre sélection. On sait quels sont les flancs de jeu sur lesquels on a besoin de renforts. Et je crois qu'envoyer quelqu'un comme Tosin Ayegun en attaque, pour le moment, ce qu'il nous a fait, c'est appréciable. C'est bon, marquer 2 buts en 3 matchs, on ne demande pas mieux à un attaquant.
Ça fait plaisir pour mon premier but, mais ce n'est pas encore fini. Il faut qu'on continue comme ça et je suis vraiment content du groupe. Aujourd'hui c'était pas mal et j'espère que ça sera continué. J'ai évolué avec lui régulièrement à l'école de foot quand nous étions au centre. Techniquement il est bon et il pourra véritablement apporter à l'équipe nationale. Ça il faut le dire. Je ne vends pas la peau de ce dernier cher avant de l'avoir vu à l'œuvre. Encore qu'à l'œuvre, il aura fait ses preuves. Premier match, premier but, deuxième match, deuxième but. Et il évolue bien sous la coupole de Steve Mounier qu'on aurait pensé peut-être lui faire ombrage, mais ça n'a pas été le cas. On a vu par exemple Tosin qui est venu, qui a marqué un but aujourd'hui, il a montré ses qualités, ce qui est de bon augure pour la suite, parce que voilà, on a besoin de joueurs en équipe nationale du Bénin. Ce qu'on a constaté surtout, c'est un motif de satisfaction sur le plan personnel, c'est cette manière, cette vision de Moussa Latouni de vouloir associer en même temps, au niveau de la paire d'attaque, deux joueurs au profil différent. L'un qui est très élancé, qui est physique, et l'autre qui est coup de taille, qui est très physique, mais qui est buteur. Parce que Tossi, sur ses prises de balle, à quelques 20-16 mètres de la surface de réparation, l'équipe adverse nous a prouvé qu'il en a dans les orteils et qu'il sait comment il faut marquer des buts. Vous savez, un garçon comme Chibozo, c'est un jeune. Vous avez vu, il a joué pratiquement 39 minutes pour son seul match joué. Et j'ai vu la gestion, parce que c'est aussi ça. Moussa Latouni, c'est un ancien joueur. Et actuellement, il est sur le banc de tous. Il a appris beaucoup, comme il a dit, de Michel Dussier. Et il n'a pas voulu peut-être exposer le joueur, parce que le joueur, on l'a vu, qu'il est rentré timidement dans le match. Et ce n'est qu'une première. Il a 18 ans, c'est vrai. On me dira qu'à 16 ans, d'autres ont déjà joué en sélection et ont brillé. Mais ce n'est pas les mêmes profils de joueurs. Donc, je tiens à vous dire déjà que moi, je suis satisfait que ces jeunes, ces gamins, soient en sélection. Chibozo, je crois, Ange Josué n'a pas encore joué beaucoup de minutes. Mais pour ce que nous savons de ce jeune, 19 ans, c'est qu'il a déjà quelque chose à vendre à l'équipe nationale. Il a du talent. Si on l'encadre bien, si on l'entoure bien, si on le coach bien, c'est qu'en 2 ans, 3 ans, il peut devenir une valeur pour l'équipe nationale, comme c'est le cas avec d'autres qu'on a déjà vus par le passé. N'a pas encore joué, faute de papier et tout, mais un défenseur, oui, parce que nous savons qu'à ce secteur du jeu de l'équipe nationale du Bénin, il y a matière à réfléchir. Vous savez, un défenseur, forcément, il est appelé à défendre, mais aussi à apporter en attaque. Lors de ses coups de pied arrêtés, lors de ses corners, je pense que là-dessus, il en a marqué suffisamment dans son club. Et aujourd'hui, on en a besoin, même si Olivier Verdon monte parfois, même si Khaled Adeno monte parfois pour les deuxièmes ballons. Je crois que l'arrivée de Mohamed Tidjani pourra nous apporter beaucoup en attaque. Quand nous prenons l'âge des joueurs qui sont convoqués, on a l'impression qu'on a de la valeur en équipe nationale parce qu'ils feront assez de temps. Quelqu'un qui a 25 ans, c'est qu'il a la possibilité de servir l'équipe nationale pour 10 ans au moins. C'est qu'il peut jouer jusqu'à 35 ans. Quelqu'un qui a 19 ans, c'est qu'il a pratiquement 12 ans à faire en carrière en équipe nationale. C'est déjà très bien. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est pour ceux qui sont âgés, très âgés, je crois qu'au football, c'est très facile. La retraite, c'est si vous ne voulez pas aller en retraite, si vous êtes très âgé, c'est le terrain qui vous commande. Le terrain vous demande d'aller en retraite à la suite de certains événements ou de certains faits. Vous allez vous-même à la retraite. La venue de ces nouveaux joueurs va permettre à ces anciens de commencer à se poser des questions, ou même ceux-là qui sont régulièrement appelés de commencer à se poser des questions, parce qu'on ne doit pas avoir un titre foncier en équipe nationale. Voilà, pas de titre foncier en sélection nationale. Nouveau venu. Prestation, appréciation, de toute évidence, il y a quand même des nouveaux qui ont de la valeur. Ah oui. On va espérer qu'il y ait suffisamment de regroupement afin que, avant juin prochain, Christian, bien,
on est quand même un effectif étoffé pour entamer de façon plus intéressante les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, pour ne pas dire 2024, parce que c'est annoncé pour janvier-février 2024, Christian Dandédian. Voilà, et puis on reste au pays pour changer de discipline avec vous, Hakim Seydou Ousseni. La deuxième édition de l'Open de Pâques démarre le 11 avril au Tennis Club de l'Amitié. C'est exact. L'annonce a été faite ce lundi 4 avril 2022 par les organisateurs à la faveur d'un face-à-face avec la presse. La compétition va regrouper cette année non seulement des tennismen de la sous-région ouest-africaine, mais aussi d'un peu partout sur le continent africain. L'objectif de ce tournoi est de contribuer au développement du tennis béninois et surtout favoriser le tandem sport-études. La première édition n'a pas enregistré la participation des dames cette année encore, visiblement, et n'est pas programmée pour les mêmes raisons liées au sponsoring. On confie les organisateurs. Suivez ici les propos du juge Abit Maxima Plogan au sujet des dispositions pratiques relatives à l'organisation de cette deuxième édition. L'Open de Pâques, comme l'année dernière, a regroupé les pays de la sous-région. Cette année, à l'exception du Cameroun, tous les autres pays invités l'année dernière seront représentés, à savoir le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin et bien d'autres nations qui sont sur place aussi, d'autres joueurs qui sont sur place et qui vont représenter leur nation. Donc déjà, au tirage au sort, le 10 prochain, nous serons en mesure de vous dire exactement tous les pays qui y participeront. C'est simple, parce que le tournoi a deux catégories, c'est le simple monsieur et double monsieur. Cette année encore, nos efforts pour vraiment faire participer les dames sont restés encore 20 une fois. Ce n'est pas dit que nous sommes des misogynes, non, pas du tout. Mais déjà, c'est la manne. Le sponsoring aujourd'hui, vous savez ce que c'est au Bénin. Vous êtes d'accord. Donc, en simple monsieur, les prix vont de 500 000 à 35 000. Donc, nous avons les prix, nous donnons les prix jusqu'en huitième de finale. En double monsieur, les prix vont de 200 000 au vainqueur et à 10 000 au quart de finaliste. Donc, il faut dire aussi qu'au cours de la compétition, nous avons pensé à la relève. Il y aura une séance de démonstration de mini-tennis qui recouperont des jeunes de 5 à 11 ans. Voilà donc à l'instant le juge arbitre qui a apporté des précisions par rapport aux dispositions pratiques prises en ce qui concerne cette deuxième édition de l'Open de Pâques. Cette deuxième édition justement annonce également quelques innovations, dont entre autres l'ouverture à un plus grand nombre de participants au-delà même des minimes dont tu as parlé tout à l'heure, donc le juge arbitre. Il y aura également une touche toute particulière en ce qui concerne le volet communication. Il va s'agir d'une plateforme digitale mise en place pour permettre à tout le public sportif béninois de suivre de près cette compétition. Suivez ici un extrait des propos du promoteur de l'Open de Pâques, Septime Dogbe. Il sera suivi de la chargée des différentes plateformes, Safa Benadou. Voilà la principale innovation. Donc, cette année, on est passé au niveau du digital. Pourquoi? Tout simplement avec les contraintes du Covid, où on n'était même pas sûr d'avoir du public, ou en tout cas un nombre restreint de personnes. Nous avons voulu accompagner M. Septime, nous avons pris en charge la partie communication digitale. Nous avons un site web pour le moment qui va être alimenté petit à petit. Il y a aussi un compte Instagram, un compte Facebook et un compte Twitter, parce que ça sera important pour cette compétition qu'elle soit connue du jeune public. Justement, parmi les objectifs de cette communication, c'est d'attirer encore plus les femmes.
c'est d'avoir un peu plus de participation féminine dans ce genre de compétition, de chercher et de sensibiliser les jeunes à intégrer encore plus cette pratique. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'organisation donc, de cette deuxième édition de l'Open de Pâques prévue pour se dérouler ici donc, à Cotonou. Et la conférence de presse a apporté suffisamment d'informations relatives donc, à ce rendez-vous prévu pour le 11 avril. Christian, 2022, c'était les sports ce mardi matin. Et nous vous disons un grand merci à Kimé pour toutes ces informations. On prend les différentes dates et les grands rendez-vous sportifs, notamment à partir de ce soir où vous nous avez rappelé que ce sera donc cette phase aller, manche aller, des quarts de finale de la Champions League. Allez, restez avec nous tout de suite. Les discussions en plateau, on va revenir sur le sujet qui en ce moment fait l'objet de discussions dans plusieurs siècles, et ça je voulais rappeler, que ce soit en famille, au sein du couple, au milieu des amis lorsqu'on se retrouve, ou même au sommet de l'État, puisque le gouvernement a pris un certain nombre de décisions, de mesures pour soulager les peines des populations, parlant justement de la cherté de la vie. Il y a des observateurs de la vie publique également qui ont leur mot à dire, et ce matin nous accordons la parole à un invité qui est déjà là, il sera avec nous en plateau, Henri Doutetien. Il fut un agent des travaux publics, il est d'ailleurs à la retraite, et de sa position de retraité, il a quand même des idées à partager avec nous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin, de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. De ce jour. Les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis derrière 95 000. Et ouais, derrière Tchakiloko, Canal Plus, Canal Plus. Autant c'est ni. Ici là, il y a vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 70 57. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve.
Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Osez. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Allez, retour plateau avec l'ensemble des analystes de la rédaction de Canal 3 Bénin et notre invité Henri Doutetien. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes un grand observateur de la vie publique et ce matin, nous allons nous prononcer sur la cherté de la vie, la flambée des prix des produits de grande consommation, les mesures prises par le gouvernement pour soulager la difficulté qu'ont les populations à s'approvisionner en tel ou tel autre produit. En plateau, Wahab Ali Para de retour, Hakime Seydou Sidi qui n'a pas bougé entre-temps et mon parfait Anyamboussou qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour. Allez Herman, ce matin on va revenir sur la cherté de la vie et des mesures d'accompagnement du gouvernement. On rappelle qu'au cours du week-end dernier, nous avons entendu plusieurs voix se prononcer là-dessus et des voix des plus autorisées. Le président de l'Assemblée nationale, par exemple, Louis Vlavonou, qui félicite le gouvernement pour les mesures prises. La cherté de la vie, pour lui, n'est pas liée au vote du budget général de l'État exercice 2022, puisqu'il n'y a pas eu augmentation de taxes. D'un autre côté, nous avons également entendu le ministre de l'Économie et des Finances se prononcer sur la question. Alors, devrait-on craindre des jours difficiles, Herman Parfait, Anyamboussou, quand bien même le gouvernement a pris des mesures et a injecté environ 80 milliards de francs CFA dans le système? Je pense qu'on a des raisons de craindre des jours difficiles parce qu'effectivement, des explications données par les autorités nous ont montré que nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Et quand vous faites un peu l'historique de cette cherté, de cette flambée des prix, vous vous rendez compte que dès le départ, personne ne venait nous expliquer pourquoi est-ce que les prix ont flambé. Le chef de l'État est allé en fin d'année au Parlement et a annoncé une révalorisation des salaires. Et en début d'année déjà, on a constaté que cette flambée des prix sur le marché. Et ce n'est que, je crois, fin janvier, fin février, qu'on a commencé par nous expliquer pourquoi il y a eu cette flambée de prix. Alors même qu'il lui fallu, déjà quand il y a eu cette flambée inexpliquée des prix, il lui fallu prendre des dispositions pour dire attendez, arrêtez-nous ça parce que nous ne sommes pas dans un pays où tout peut aller sans dessous. Et donc je pense que oui, maintenant des explications nous sont données, à savoir que oui, il y a eu des raisons qui peuvent expliquer cette flambée des prix là. On parle des questions entre l'offre et la demande, beaucoup d'aspects. Toujours est-il que la COVID-19 qui a pris la guerre entre la Russie et l'Ukraine, beaucoup d'éléments aujourd'hui qui finissent de nous convaincre de ce que les lendemains ne sont pas encore très beaux. Très beaux. Oui, les lendemains pour l'instant ne sont pas encore très beaux. L'État a fait un grand effort, même si au début il y a manqué d'explications, parce que comme le souligne Herman Anyamboussou, pendant longtemps on a pensé que le gouvernement est resté bras croisés face à la situation de la cherté de la vie. Mais quand on a écouté, je crois au cours du week-end, le ministre de l'Économie et des Finances, les clarifications qu'il a apportées, n'est-ce pas, nous ont permis de savoir que le gouvernement s'est réveillé très tôt et a pris
des mesures. Maintenant, il y a, entre autres problèmes, parce que vous avez cité la guerre russo-ukrainienne et autres, mais il y a la mauvaise foi également de nos concitoyens qui mettent en avant... commerçants, oui. Des concitoyens commerçants qui mettent en avant la question, je dirais, de la libre entreprise ou, comment dire... le libéralisme économique, ce qui est un véritable problème. Ça veut dire qu'on prend un aspect, la question du ciment, où depuis un certain temps, on a travaillé à ce que le ciment que nous consommons, nous utilisons au Bénin, ne soit pas du ciment qui quitte ailleurs pour venir. C'est-à-dire ce sont nos usines au Bénin qui le font. Alors, à quel niveau ou à quel moment la matière première a pris un coup et que l'État ne nous ait pas expliqué pour qu'au niveau des usines, il puisse avoir, je crois, une augmentation de prix. Parce que quand le commerçant, celui qui est détaillant, achète au niveau de l'usine et le coût est élevé, naturellement, il est en droit lui aussi d'augmenter le prix au niveau de la vente. Donc si au niveau de l'usine, il n'y a pas augmentation, n'est-ce pas, le détaillant ne peut pas vendre à un coût élevé pour qu'on puisse assister à la flambée du prix du ciment qui pourtant est produit localement. Donc à ce niveau, soit les commerçants, c'est-à-dire les détaillants, ceux qui ont les petits magasins et autres, nous mentent, ou alors il y a un véritable problème parce qu'à ce niveau, c'est l'État qui fixe, je crois, les prix au niveau des usines de vente de ciment. Soit au niveau des usines de ciment, n'est-ce pas, il y a une mauvaise foi, il n'y a aucun problème, mais eux, ils essaient d'augmenter pour encaisser le surplus dans leur poche, ou alors ceux qui ont les petits magasins sont en train de nous mentir. À ce niveau, il y a donc un problème. Maintenant, il y a que nous n'avons pas encore atteint un degré de patriotisme qui nous permet de comprendre facilement ce qu'on nous a expliqué. Moi, je suis plus ou moins convaincu des explications du ministre de l'Économie et des Finances, mais l'applicabilité est un véritable problème. Ça veut dire quoi? Que le degré de patriotisme qu'on réclame aux populations, c'est de comprendre que oui, ce que nous produisons d'abord ne nous suffit pas. Sur le plan national. Mais nous avons les pays voisins qui ont également le regard, n'est-ce pas, dans nos assiettes ici au Bénin. Donc, et qui mettent le prix qu'il faut. Merci, qui mettent le prix qu'il faut. Et puis donc, cela excite et incite, je dirais, nos producteurs ici qui ont le regard, eux aussi, vers l'extérieur pour pouvoir faire écouler leurs marchandises. Voilà, vous avez mis l'accent sur beaucoup d'aspects ce matin. Vous avez parlé du ciment et nous avons la chance d'avoir un plateau. Monsieur qui est quand même pris par là et qui vous dira peut-être s'il a des solutions à portée de main pour emmener, qu'il proposera d'ailleurs au gouvernement. Hakimé Ousseni, avant de donner la parole à notre invité, on vous écoute sur cette situation qui, ma foi, perdure sur le marché malgré les décisions prises par le gouvernement, malgré les descentes inopinées opérées par les services compétents du ministère du Commerce. Mais quelque part, c'est que les lignes ne bougent véritablement pas. Je crois que finalement, on revient toujours à l'une de mes conclusions quand on a élaboré sur cette question de cherté des produits de grande consommation. Je ne sais pas si les lignes bougeront. Je n'ai pas l'impression que les lignes vont bouger. Je crains qu'on ait suffisamment de sorties explicatives, mais que avant juin 2022, parce qu'en réalité, les dispositions et les annonces qui ont été faites par le gouvernement ne vont pas au-delà de juin. À partir de juillet, c'est qu'on risque de revenir encore à la case de départ. Et donc, nous sommes déjà en avril. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de fois il y aura des sorties pour expliquer. Parce que, normalement, entre une des sorties, par exemple, du porte-parole du gouvernement, c'est que les lignes auraient bougé. Entre une descente sur le terrain d'un directeur départemental de l'industrie du commerce, les lignes auraient bougé. Et maintenant, il y a eu alors, et je dirais, ce week-end, ce grand débat public a été effectué. Et au même moment aussi, il y a eu la sortie du ministre de l'Industrie, de la ministre des Affaires sociales, à côté de exactement, il y a le porte-parole du gouvernement. Donc vous vous rendez compte que, on explique. On explique parce que véritablement, rien n'a bougé. Et je disais ici sur le plateau, je crois la semaine dernière, et ça n'a pas raté encore ce week-end, on ne ferme que des dépôts de vente de ciment. Ce n'est que sur ça que vous sentez que l'État, à travers ses ministres ou à travers les directions départementales, agissent. On n'agit pas sur la bonne dame qui, jusqu'à présent, n'a pas baissé le prix, je dirais, du sac de riz.
On n'agit pas sur la bonne dame qui continue à me vendre l'huile d'arachide produite chez moi, j'allais dire, à 1300 francs CFA. Alors qu'il a été dit que désormais, cette huile doit être cédée à environ 1015 ou 917, un truc du genre, pas avec grande précision. Et donc, quand c'est comme ça, eh bien, Christian, j'ai l'impression que, 80 milliards d'impacts financiers injectés pour pouvoir stabiliser et maintenir les prix en l'état, eh bien, je ne sais pas véritablement à quoi ça va servir. C'est pour ça que je dis qu'on a manqué le coach quelque part. Là, on a manqué le coach, Christian, c'est que Herman a bien fait de faire un rappel chronologique pour faire constater que la montée vertigineuse des prix des produits de grande consommation n'a pas commencé hier. Oui. La Covid, ça n'est pas hier. Oui. Bien au contraire, aujourd'hui, il y a, comme je dirais, un relâchement. On a décomplexé un peu toutes les dispositions parce que le mal a connu, je dirais, une certaine amélioration. À côté, la crise russo-ukrainienne ne date pas de 4 mois. Oui. Non, mais alors, c'est vrai que les impacts, on les ressent, mais c'est un élément nouveau qui pèse dans la balance. Pas autant que normal la Covid. Parce que dans cette affaire de Covid, l'État a encore mis de l'argent pour soutenir d'une manière ou d'une autre quand même plusieurs autres structures. On n'a pas pu assister à cette affaire-là. Donc, quand je dis qu'on a manqué le Covid quelque part, c'est que, on a laissé faire les commerçants. Et ça, j'insiste là-dessus, l'État, à un moment donné, a manqué de siffler la fin de la récréation. Les prix ont flambé avant même qu'on se retrouve dans la situation actuelle. Si on avait très tôt arrêté la saignée, c'est comme s'il y a augmentation, ça ne sera pas la hauteur à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Au point d'ailleurs où, quand vous allez au marché le lundi, et vous repartez même dans l'après-midi, le même produit cédé à 25 francs, puis vous êtes cédé dans l'après-midi à 35 francs CFA. Je vais vous donner un exemple très simple, j'insiste là-dessus. Si vous avez des parents, vous avez des amis, vous avez des proches qui sont commerçants ou qui font la production du yaourt, du dégué et consorts, ils vous diront, Christian, que dans l'achat des produits qui rentrent dans la fabrication de ces différents de ces yaourts ou encore du dégué, eh bien, la montée des prix varie de 24 heures. Vous allez acheter un sac du lait en poudre à 58 000. Aujourd'hui, vous repartez demain, vous l'achetez à 60 000. Vous repartez 24 heures, vous l'achetez à 62 000. Aujourd'hui, vous l'avez à 60 000. Vous l'avez aujourd'hui, à moins de 2 semaines, il est à 72 000 francs CFA. Oui. Mais ça pose un problème. C'est un exemple parmi tant d'autres. En gros, vous avez beaucoup d'exemples. Je crains, Christian, qu'on ne sente pas véritablement qu'on a injecté 80 milliards dans cette affaire d'augmentation des prix des produits de grande consommation. Alors, votre lecture, après avoir suivi les propos de mes collègues en plateau ce matin, M. Doutétien, et vous qui êtes un observateur de la vie publique, bien avant que le gouvernement ne prenne ses décisions et son application, son applicabilité qui jusque-là n'est pas véritablement ressentie, en tout cas à notre niveau, c'est ce que nous constatons. Quelle est votre appréciation de la situation, cherté de la vie au Bénin? Merci. Moi, je commence par dire, on ne peut pas utiliser les outils d'une société non informelle à une société formelle. Je veux dire en ceci. Je commence par me poser la question. Pendant le Covid, il y a eu presque 50 milliards de donner aux petites et moyennes entreprises, jusqu'aux tailleurs, jusqu'à tout le monde. Mais c'était dans quel but et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ce soutien-là, on les a soutenus. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils devaient en faire? Et après coup, quelle évaluation a-t-on faite de ce soutien qui leur a été donné? C'est pour leur permettre, peut-être certainement, de ne pas fermer boutique. Parce que d'amortir un peu le choc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent dans cette affaire d'amortissement du choc? Donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous avons un marché à 90% informel. Si on ne peut pas appliquer à ce marché les méthodes de libéralisme, de laisser faire, par rapport au marché où c'est à 90% formel et on sait comment ces structures-là fonctionnent. Ici, personne ne maîtrise les marchés qui sont 90% informels. Ça, c'est une difficulté.
Et ça amène quoi? Vous avez développé Ali Para, il a dit ceci. Est-ce que de tout ce qu'il a dit, est-ce qu'on ne sent pas une mauvaise foi des commerçants? Vous avez un stock. Comment pouvez-vous expliquer que le matin, je suis venu, vous m'avez vendu le lait à 60 000 francs, les 50 kilos. Je reviens demain matin, vous dites que ce lait-là a pris de prix, vous me vendez ça à 65 000. Le lendemain matin, c'est trop tard, même en soirée. Le même jour, en soirée. Est-ce que votre magasin, le lait qui était au magasin quand je suis venu, est retourné là-bas pour reprendre la route? Donc, il y a... Moi, j'aime bien le mot patriotisme, on le dit, mais nous n'avons pas, nous, toujours le sens du... Revenons peut-être au mot d'honnêteté et de vérité. Le mot de compassion vis-à-vis de celui qui est en face de nous. C'est un humain, il a besoin de ce sucre, de ce lait et de cette huile pour pouvoir vivre et revenir vous voir demain. Mettons, peut-être sensibilisons les gens beaucoup plus sur le sens peut-être religieux, le sens moral, le sens de compassion vis-à-vis de celui qui est en face de vous. Et amenons-les à ne pas voler celui qui est venu acheter. Ça, c'est du vol. Il n'y a rien d'autre à dire. Maintenant, pour revenir sur les mesures. Oui, avant les mesures, il a évoqué tout à l'heure dans ses propos, Akime, que l'État, à un moment donné, a manqué d'être regardant sur le marché. Là, l'État a manqué de vigilance. Mais c'est pourquoi je vous dis, on ne peut pas utiliser les outils du formel pour contrôler l'informel. Ils sont restés peut-être dans l'état d'esprit que le marché va se réguler. La produite, comme les grandes phrases des économistes, quand il y a quantité, les prix baissent, et quand il n'y a pas quantité, les prix augmentent. Mais chez nous, le type qui a importé le riz, il n'est peut-être pas allé emprunter de l'argent à la banque pour importer le riz. Il a importé le riz avec les tontines, l'argent, enfin, il a importé son riz. Il a ça en stock. Il a déjà eu depuis 3 mois, il a en stock. Rien ne l'empêche de garder le riz enfermé dans le stock. Et quand vous aurez faim, vous viendrez acheter le riz. Tandis que, si c'était une société formelle, il a emprunté de l'argent à la banque pour aller acheter ce riz. Et il a des choses à payer à la banque. Des échéances. Il est obligé de vendre le riz pour faire face à l'échéance. C'est ça la différence. C'est ça de nos sociétés. Et pour en revenir maintenant globalement aux mesures prises, moi je pense que c'est de bonnes mesures. Mais le problème, comme tout le monde le sent, quel est l'impact, comment ça rejaillit sur l'individu, le consommateur? Il y a un exemple simple. Moi j'ai dit, je prends. Le ministre des Finances l'a expliqué la dernière fois, mais moi je vais le dire en langage tout simple pour tout le monde. Terre à terre. Le sac de riz ou bien la tonne de riz qui arrive au port, son prix est composé de 3 éléments. Le prix d'achat chez le producteur, le prix de transport et l'assurance. L'assurance est indexée sur les 2 premiers prix. Disons 3 éléments. Achat, transport, assurance. Si le premier, l'achat, augmente, le transport peut ne pas augmenter. Oui, ça c'est vrai. Mais l'assurance va augmenter puisque l'assurance joue sur le montant qu'il assure. Aujourd'hui, tout le monde a constaté, on le sait depuis Covid, le prix d'achat à l'usine, là-bas, à l'extérieur, a augmenté. Le transport a augmenté et l'assurance a augmenté. Et je prends le budget 2021. Je ne parle pas du budget 2022. Prenons le budget 2022, plutôt, le budget exercice 2022. Quand le ministre des Finances est allé à l'Assemblée, il a dit, j'ai besoin de 2000 ou 2500 milliards pour faire les choses, pour réaliser le programme de cette année. Et pour faire ce calcul, il a calculé sur la base de le riz qui vient au port avec les montants des 3 éléments de 2020, il a dit il prend 20%. Donc il a calculé le montant
prévisionnel sur la base des prix de transport, d'assurance de 2020. Maintenant, nous sommes en 2022. Ces éléments-là ont augmenté. Et moi, j'ai dit, s'il prend encore les 20%, il aura plus d'argent que l'argent qu'il a prévu récupérer comme taxe sur le riz. Et c'est pour cela qu'on dit, les gouvernements s'enrichissent au niveau de l'importation quand les données augmentent pendant l'importation, puisque les taux restent. Si sur le riz, tous les éléments, ça vient au port, à 100 000 francs la tonne, en 2020, il prenait 20 000 francs. Oui. Et il a fait son budget de 2022 sur la base de 20 000 francs. C'est ce qu'il va récupérer. Oui. Aujourd'hui, il a fait ça, l'Assemblée lui a donné l'autorisation, mais la tonne est passée à 150 000. Il va avoir 30 000. Il n'aura plus 20 000, il aura 30 000. Donc il va engranger plus d'argent. C'est ce qui lui permet de retrocéder une partie de cet argent-là au consommateur. En disant, je diminue de moitié le fret. Donc sur le fret, il ne prend plus 20%, il prend 10%. Fret zéro à l'aéroport, je ne prends plus rien. Mais ceci dit, qu'il engage plus d'argent, mais lui-même gouvernement pour les investissements, il va sur le même marché international d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que le bitume, les choses qu'il ramène pour faire les routes, pour faire toutes les choses, ces choses-là ont augmenté à l'achat. Donc, il va dépenser plus pour pouvoir faire l'investissement. Il va retrocéder à nous en jouant sur le taux de douane. Mais l'un dans l'autre, lui-même, il a problème. Et c'est pour ça que le ministre des Finances, la dernière fois, a dit, en continuant comme ça, si ça se poursuit, nous risquons de mettre sous boisseau quelques investissements parce que nous n'aurons plus suffisamment d'argent pour y faire face. Donc, et le gouvernement et les consommateurs, nous sommes tous dans le même bateau. Étant dans le même bateau, les mesures sont des mesures bonnes, des mesures classiques pour pouvoir rétrocéder le plus d'argent qu'on a reçu au cordon douanier, une partie aux consommateurs. Mais si ça continue comme ça, comme je viens de le dire, il risque d'avoir la construction de tels barrages, la construction de tels centres de santé. Bon, disons, c'est pas les choses qui coûtent cher, mais ils vont redéfinir les priorités d'investissement. Voilà. Et pour les citoyens, si déjà le gouvernement va se retrouver face à des difficultés pour ne pas véritablement bien poursuivre sa politique de développement, notamment en matière d'infrastructures et autres, et le citoyen lambda qui se bat au quotidien. Le citoyen lambda doit réfléchir par lui-même pour s'adapter. On dit chez nous, quand le rythme change, la cadence change. Je dis ça pourquoi? L'histoire du pain. Le pain est rentré par infraction, comme je l'ai dit, Bloom dans notre consommation entre 1970 et 1915. On ne mangeait pas du pain. Le pain, c'était les gens à Corée de les médiums qui mangeaient du pain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la grande sécheresse entre 1970 et 1975. Il n'y a plus de maïs, il n'y a plus rien. Et les gens, pour nous soutenir, les États-Unis envoyaient du maïs jaune, envoyaient des choses et nous envoyaient du lait en poudre et envoyaient du riz et de la farine de blé. Et du coup, nous sommes rués là-dessus. Et on a commencé par manger du pain. Et c'est rentré dans nos aliments. Et c'est rentré dans nos aliments et dans nos habitudes. Mais aujourd'hui, quand on prend le pain, je peux continuer, je vois les chiffres, que le pain est marginal dans nos habitudes alimentaires. J'ai entendu sur votre plateau, un panificateur a dit que c'est 750 millions de baguettes qu'il faut par an au Bénin. Divisé par 12 et divisé par les 12 millions que nous sommes, ça revient à 0,20 baguettes par personne.
C'est ce que nous consommons. Vous avez fait tous ces calculs avant de venir. Ça revient à 0,20 baguettes par personne par jour. Mais c'est une alimentation que je dis, ça devient marginal et qu'on peut essayer de partir. Quand on mange à la maison, liam pilé, le reste le lendemain, c'est trituré et on met de l'huile là-dessus pour faire comme des grains et on mâche. Oui, ça c'est vrai. Ah oui. Et on boit l'eau là-dessus. Coco là, pourquoi nous ne buvons plus de coco? Le pain de manioc, c'est parti où? Le pain de manioc. Monsieur Dutété, vous coupez, est-ce que vous êtes un pépé? Bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr que vos petits-enfants, c'est juste un exemple comme ça, bien sûr, je viens, oui, posez toujours votre question. Non, je vous écoute. Je demandais si vous êtes sûr que vos petits-enfants accepteront... C'est ce qu'on donne à son enfant. Qu'il mange. Qu'il mange. Et moi, je vais vous dire ça, c'était nous, hein, ça n'est pas les enfants. Même aujourd'hui, je vais vous donner un petit exemple. Okay. Nous avons une tata qui nous aide à la maison. Et on a quelques petits-enfants qui viennent passer les vacances et qu'on sort. J'étais dans mon bureau à la maison en train de travailler. Quand tata a préparé la pâte et le nénoui, il y a une qui a dit, ah non, moi je ne mange pas. Il dit, ni y a nous bling. L'enfant a mangé. Il a avalé ça. Il a avalé ça encore. Il a demandé si ça allait jouer les têtus pendant des jours. Il finira pas. Il a mangé. Et réclamé même encore. Mais je vous dis, l'éducation, c'est né à tout moment et c'est primordial. Et on peut essayer, je ne dis pas que c'est essayer de diminuer cette histoire de dépendance. Pas plus tard que ce matin, l'Afrique de l'Ouest, ce n'est que 30% le blé. J'ai entendu ça sur RFI. Pour les gens, pour dire que vraiment l'impact du blé sur l'Afrique de l'Ouest, c'est marginal. C'est marginal. On peut encore diminuer. Donc le pain. Heureusement que notre consommation n'est pas très forte. Ça a permis au gouvernement de dire, je peux perdre les 20% que je reçois sur le blé. Il y a un problème, c'est spécial. Moi, je dis toujours, je pose la question, on doit toujours demander au ministre des Finances, quand il dit, je laisse tomber telle chose, quelle quantité d'argent vous laissez tomber? Personne ne lui pose cette question. Qu'est-ce que ça vous coûte? Ils doivent nous dire ce que ça leur coûte pour nous sensibiliser. Parce que les populations ne comprennent pas. J'ai laissé la douane. Bon, ils ont dit le gros chiffre. 80 milliards. D'accord. Mais dans les 80, ils ont dit 30 milliards de carburant et les autres choses. D'accord. Pour rentrer aussi dans le carburant, le gasoil, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Ça est devenu un produit de luxe. Vous traversez 20 stations avant d'être approvisionné. Il y a quelque chose qui se passe. Je soupçonne qu'il y a quelque chose qui se passe et que le gouvernement doit mettre le nez dedans. Je reviens. Oui, vous voulez poser une question? Allez-y. Je vais, par exemple, sur le ciment. Le ciment. Je suis un fabricant de ciment. Oui. Pour avoir été directeur. Pour avoir été directeur général à Onibolo de 88 à 91. Et en ce moment, moi, je peux vous dire, nous vendions le ciment au même prix partout. On avait un système de péréquation. Je n'ai pas compris que le gouvernement dise qu'on ne peut pas faire péréquation. D'autant plus que il y a des fabricants de boissons, de l'eau minérale et consorts qui vendent cette eau au même prix jusqu'à ça va au fin fond du Bénin. Ils ont pu faire une péréquation à leur propre niveau pour faire écouler leurs produits. Nous n'avons que 2 cimentiers. Les 2 qui sont à côté ne sont pas des cimentiers. C'est des moulins de broyage du clinker. Le cimentier, l'usine de ciment réel, ça commence par la carrière, le calcaire plus l'argile pour fabriquer le clinker et on ajoute le gypse qui est un petit élément 5%. Le gypse, nous n'en avons pas, on l'importe à ça et on broie pour pouvoir avoir le ciment. Voilà le processus. Donc, c'est les 2 usines de Onibolo et de Massé qui ont ce processus-là complet. Ceux qui
qui sont à Cotonou, eux autres, ils prennent ce clinquer-là, ils ajoutent les 5% de gypse, ils broient pour avoir du ciment et ils font l'ensachage. Mais je dis, pour l'histoire de l'aménagement du territoire, comme le gouvernement a déjà pensé d'ailleurs pour la production de clinquer, puisqu'on avait entendu qu'ils veulent développer cela. Développons la production de clinquer et mettons à Parakou, à Natitengu et ailleurs, l'usine de broyage. Le clinquer transporté pour aller jusqu'à Parakou. Je ne dis pas que ça coûte moins cher, mais vous transportez plus de quantité que le ciment déjà moulu pour aller à Parakou. S'il y a une usine de broyage de clinquer à Parakou, ça va faire qu'il y a un développement de gens qui vont travailler dans cette usine et le produit fini est plus rapproché des consommateurs. Voilà les idées de futur, pas de futur, futur immédiat, je veux dire. Parce que si vous avez les sources, vous pouvez installer en l'espace de 6 mois un moulin à broyage de clinquer. Moi, j'appelle ça moulin. Ce n'est pas une cimenterie. Vous pouvez l'installer. Un moulin, en l'espace d'1 an au maximum, vous pouvez installer un moulin de broyage à ciment. Donc, ça, voilà des choses qu'on peut faire. La péréquation, je suis convaincu que ça peut se faire en ce qui concerne le ciment. De terme plus simple, la péréquation, c'est quoi? C'est quoi? Faire en sorte que tout le monde ait le produit au même prix, là où on est. Les usines donnent à un prix sain. Je ne connais pas leur montant aujourd'hui. Disons que les usines vendent à 70 000. Puisque je vois que c'est 74 000 dans le plateau. Disons que les usines vendent à 70 000 et les usines vendent au même prix. C'est 74 000 dans le plateau jusqu'à 95 000, 90 000 à Malanville. On prend la quantité produite par les usines. On prend la part du point de vue consommation qui va dans ces coins. Et on calcule le prix réel que chacun met pour aller partout de toute la quantité. Et on prend ce montant global de dépenses pour le transport et on le divise par les 1 million de tonnes. Ce qui fait que celui qui achète à Cotonou, il achète lui aussi à peut-être à 78 000 et la personne de Malanville achète à 78 000. Puisque celui qui est à Cotonou, cette région, je dis la région sud, consomme 50% de la quantité. Donc c'est la région sud qui va dépenser un peu plus d'argent pour soutenir les régions les plus éloignées. C'est la péréquation, c'est l'équilibre du prix pour que chacun puisse rentrer dans ces... Pour que chacun puisse... C'est une justice... Social. Je ne dis pas sociale, une justice territoriale, si vous voulez. Je ne dois pas être pénalisé parce que je suis loin. Oui. C'est une justice territoriale, si vous voulez. C'est une justice régionale, si vous voulez. Ça, il n'y a que 2 usines. Le gouvernement peut réfléchir et étudier, mettre ce système de péréquation en place. Et commencer progressivement par mettre certain nombre de produits dans le produit de grande consommation comme l'énergie et leur faire appliquer le système de péréquation, ce qui permet à tout le monde d'être solidaire. Ceux qui sont plus proches de là où on produit sont solidaires de ceux qui sont loin de là où on produit. Alors, vous avez été directeur général d'une société de fabrication de ciment. Quel est le problème? Est-ce qu'on n'a pas un problème d'anticipation de régime en régime, de gouvernant en gouvernant? On n'anticipe jamais sur les crises qui peuvent advenir à l'avenir. Mais non, on ne peut pas parler, ne serait-ce qu'en ce qui concerne le ciment, on ne peut pas parler d'anticipation. Oui. Vous mettez des usines en place par rapport à votre consommation. C'est vrai, ces derniers temps, vu le programme de gouvernement, les infrastructures consomment beaucoup de ciment. Les routes, les ponts, les assainissements, les pavages, ça consomme beaucoup de ciment. Donc il y a eu, de ce fait, une augmentation d'utilisation. Mais il faut regarder aussi ce qui se passe avec les cimentiers. La cimenterie est une usine énergivore. Exactement. Tout
tout est fait à partir du courant. C'est trop. Ou vous utilisez le fuel comme à Onibolo, lorsque j'y étais, on le faisait, mais c'est énergivore. Donc si le coût de l'énergie augmente, automatiquement l'usine en subit les conséquences. C'est pour ça que le gouvernement disait, on négocie avec eux et on est en train de leur mettre la main sur la tête pour dire ne flambez pas les choses. C'est ça. Donc, pour le ciment, on ne peut pas dire ça. Mais pour d'autres produits, on peut le dire. Et moi, je rebondis toujours sur le ciment. Maintenant, je viens à l'utilisation du ciment. Justement. L'utilisation du ciment. Moi, je dis, nos petites maisons que nous construisons, je laisse les maisons qui sont dans le bas-fond de Cotonou ici, dans le sable ici, à partir de 20 km de Abomey-Calavi, jusque sur le fin fond du territoire, on peut utiliser le bloc de terre amélioré au ciment. C'est une technique qu'on doit développer et former les maçons. Il faut qu'on profite maintenant. L'exemple simple, si vous devez utiliser 5 tonnes de briques sable-ciment qu'on fabrique habituellement pour construire votre 3 chambres à coucher, un salon, avec 1 tonne, vous fabriquez tout ce qu'il faut comme bloc amélioré au ciment pour le faire. Vous voyez la différence? C'est plus économique. Mais ce n'est même pas plus économique, ça coupe le marché du ciment. Ça coupe vraiment. Mais ça, c'est la première chose. Donc, et d'ailleurs, si vous allez sur le plateau d'Abomey-Calavi, beaucoup de maisons sont en terre améliorée au ciment. Ils utilisent juste les moules, des presses manuelles. Et ça sort. Et ça sort. Mais il suffit que quelques personnes industriels de bonté s'installent sur le plateau. Il y a des machines qui sont à peine à 10 millions de francs CFA, que nous appelons les pondeuses de briques améliorées au ciment. C'est des pondeuses. Ça vous sort 7 briques en une journée. Et vous n'investissez que peut-être pour 5 millions de francs. Que fait-on alors de la dégradation de l'environnement? Il n'y a pas de dégradation de l'environnement. C'est la production de blocs de terre. Je ne dis pas que ça protège l'environnement, mais le degré de son impact sur le changement climatique est faible, d'autant plus que le ciment est un gros consommateur d'énergie qui pollue et la brique en terre n'utilise pratiquement pas d'énergie. Donc, si on fait comparaison des choses... La capacité de nuisance des industries est plus grande. Est plus grande. Mais comment est-ce que vous expliquez que cette approche que vous proposez, qui est quand même utilisée il n'y a pas certains ménages, n'ait pas été, n'est pas fait école. On a loupé un coche en 1990. D'accord, expliquez-nous. Il y avait un projet l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, avait financé un projet d'utilisation des blocs de terre pour construire. Et ils sont venus faire des essais. Le CNTP a été associé, CNTP a fait. Ils ont construit des bâtiments. Mais le problème, c'est que l'État n'a pas voulu... Il y a même des logements sociaux qui ont été construits. Des logements sociaux qui ont été construits. Mais le problème, le développement de nouveaux matériaux, le développement, c'est ce qu'on dit, la promotion de quelque chose. Pour faire la promotion, vous l'utilisez vous-même. L'État devait faire ses centres de santé, ses écoles à partir de ce produit. Les populations voient et disent, ah bon, c'est une bonne chose. On peut s'en servir. Voilà que notre roi lui-même s'en est servi. Mais l'État n'a pas fait ça. L'État devrait donner l'exemple. L'État devait être le fil conducteur, donner l'exemple et le faire. Moi, j'en ai parlé longuement avec les ministres en charge des bâtiments en temps. Mais si vous n'avez pas écrit parce que c'est plus facile sable-ciment. De manière que les maçons ont perdu la technique. Même pour revenir à la construction simple, même si vous utilisez sable-ciment, vous n'avez pas besoin de poteaux dans vos petits... Vous voyez, quand les gens construisent, ils veulent construire avec feuilles de tôle là-dessus, il y a des poteaux en fer. Non, les maçons doivent savoir comment on attache les intersections. Et tout est attaché, on n'a pas besoin de poteaux. Ce qui fait que le fer là,
a disparu. On utilise juste le fer. En bas ici pour faire le chaînage bas. Et en haut pour faire le chaînage haut. Mais les poteaux, on n'en a pas besoin dans nos bâtiments que nous faisons. Quand on vous résume, le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui doit servir d'opportunité de déclencheur d'initiatives alternatives. Pour toutes les intelligences, les architectes doivent se mettre à montrer aux gens qu'on peut construire nos petits bâtiments, nos bicoques dont je parle. On peut construire jusqu'à R+2 sur des zones données sans mettre de poteaux. Non. Vous allez à Porto Novo, c'est simple. Moi, je dis, à Porto Novo, il n'y a pas une seule barre de fer dedans. Et c'est là depuis 1890. Je rappelle que M. Tété a été cabinet au ministère des Transports. Les vieilles maisons, je suis ingénieur des travaux publics, les vieilles maisons de Porto Novo, vous n'avez pas une barre de poteau de fer dedans. Et pourtant, c'est depuis la modernité en grippe ça nous a saoulés, on a perdu beaucoup de choses en chemin. Il faut que nous saisissions cette occasion pour diminuer l'intrant que constituent les éléments extérieurs dans tous nos facteurs de production. Ça, c'est les produits venus d'ailleurs, c'était les made in extérieur. Exactement. Mais la consommation locale elle-même, comment est-ce qu'on fait? La consommation locale de quoi? Je prends des produits de grande consommation. Je donne l'exemple tout à l'heure de ce que l'huile d'arachide produite chez moi est passée par exemple. Vous avez trouvé l'élément. Il faut produire davantage, de deux, il faut l'honnêteté du vendeur. Qu'il ait un peu eu la main sur le cœur. Comment peut-on comprendre qu'il a un stock, il a vendu ça le matin à 65 000 et l'après-midi, il demande 70 000. Il y a quelque chose, c'est un problème. Mais comment peut-on le contrôler? C'est difficile de contrôler aussi genre d'individu. C'est entre deux coups. Le contrôleur est passé le matin, il a vu le prix est bon. Le contrôleur a continué, à moins qu'on mette un contrôleur dans chaque boutique. Ce qui est quasi impossible. Les religions, on doit leur dire, les prêtres doivent faire des sermons pour demander aux gens, les imams, tout le monde doit faire des sermons pour dire, nous avons notre part, nous devons participer à l'effort collectif de ce qui nous arrive pour nous en sortir. Sinon, on va tous mourir. Alors, M. Doutétien, est-ce que vous pensez que les différents gouvernements et les régimes successifs ont suffisamment travaillé pour faire la promotion du consommé local? Sur le plan, dans beaucoup de secteurs, surtout les produits de grande consommation et autres. Chacun a travaillé comme il peut. Mais moi, j'ajoute quelque chose qui est fondamental. Et je ne veux pas indexer X ou Y. Les télévisions que nous achetons pour regarder là, ça tourne notre tête vers l'extérieur. Ça tourne notre tête vers l'extérieur. Parce qu'ils ont des moyens. Le publiciste, vous savez ce qu'il fait? Il cherche à comprendre, à identifier la réaction que Jean a quand je dis ceci. Et ils étudient derrière notre tête. Leur publicité, c'est terrible par rapport à ce une publicité agressive, comme on dit. Non, il faut publicité efficace pour eux. Allez, c'est ça le dernier. Qui permet de mettre le consommateur dans la nasse. Le dernier tour de table, oui. Parlons toujours de l'augmentation des prix. Je vais vous lire un message d'un téléspectateur qui dit qu'il a acheté 10 unités de spaghetti Matanti de 500 grammes à 3 900 francs le 30 mars passé. Le 3 avril. Donc, mettons quoi? Avant-hier, la même dame dit que la même marque de spaghetti coûte 11 000 francs CFA. Le paquet de vin, soit 550 francs CFA, compte 7 800. C'est-à-dire qu'on est passé 7 800 à 11 000 en intervalle de quelques 3 ou 4 jours seulement. Elle dit que le prix a augmenté auprès des fournisseurs. Et mieux, c'est que, on constate que l'augmentation du prix de ce produit est allée de façon galopante. C'est en l'intervalle seulement de 6 mois, on est passé de 5 000 à 11 000 francs CFA. Ça, c'est un produit qui entre en compte de nos consommations régulières,
est-ce que vous pensez que il y a, mettons quoi, quand on a proposé Liam pilé avec son reste, travail le lendemain matin, servi, parce que tout le monde sait, nous l'avons consommé autant que nous sommes sur le plateau, il y a une alternative pour gérer les questions de spaghetti, alors même que le spaghetti, quand même, les produits au plan national. Oui. Les intrants viennent d'où? C'est ça le problème. Et là, on parle encore du blé. Ah! On en est là. Et c'est un préjugé, je dirais, c'est quand il dit, alors que le prix n'a pas augmenté, le prix, ce que vous venez de dire, ça soupçonne que c'est le fabricant qui a augmenté. Oui. Mais rien ne nous prouve que ça a augmenté là-bas. Que ça a augmenté là-bas. C'est toujours la même question. La mauvaise foi est passée toujours par là. Mais la mauvaise foi est passée toujours. On fait des prévisions pour se prémunir contre l'augmentation du prix de l'autre parce que je dois aller acheter chez lui. Donc moi, j'augmente le mien et nous allons en cascade d'augmentation en augmentation. Parce que chacun se prémunit. On est comme dans une situation de sauf qui peut. C'est rare, le bateau veut couler et chaque rat prend un abat-jour de grains de riz et se jette à l'eau. Allez, c'est vraiment le chose à dire. Dites-nous, quand on suit un peu M. Tétien, on se rend compte qu'effectivement, face à la situation actuelle, il faut des solutions adaptées. Oui. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des explications et proposer plutôt des approches qui permettent aux populations de savoir que oui, nous avons telle alternative possible et tout et tout. Je pense aussi qu'il y a eu un peu trop de silence dès le début. Vous voyez, jusqu'à ce que le président de l'Assemblée nationale fasse cette sortie pour expliquer que la cherté de la vie n'est pas liée à une loi qu'on a votée au Parlement, alors même que cette rumeur ou cette rumeur a couru pendant longtemps. On aurait dû très tôt sortir en début d'année pour dire attention, il n'y a pas eu augmentation parce que ça. Je pense que c'est beaucoup de choses à la fois. On va s'en tenir à ce qui a été dit. Merci. Voilà, on vous laisse le dernier mot. Moi je dis, saisissons l'opportunité de ce qui nous arrive pour changer nos habitudes de consommation d'une part et d'autre part, chercher des voies et moyens pour s'en sortir et principalement, comme je reviens toujours, en ce qui concerne l'habitat, sachant comment nous y portons, nous avons, le Béninois il y a une hantise d'avoir soché, commençons par utiliser partout où nous pouvons la terre améliorée au ciment. Ça va nous faire baisser la consommation de ciment et ça va faire baisser la consommation d'énergie. C'est déjà une part de notre participation à l'effort national. Merci à vous, merci beaucoup, Monsieur Henri Doutetien. Merci d'être passé sur ce plateau. Erwan Aniambossou, Akime Ousseli, Wakabali Para, merci beaucoup. Merci. Très bonne journée du mardi à vous. On va suivre cette rubrique en immersion puisque nous sommes mardi avec Wouliat Sanoussi et Moufid Sabouran qui ont fait une incursion dans l'univers de Dame Jeanne Madji Wissilon pour découvrir ce qu'elle fait. Et en effet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise diverses sortes de papier recyclé pour réaliser différents objets d'art. C'est du beau. Allons-y. Madame Jeanne Amadji, vous fabriquez des objets à base de papier recyclé, c'est ça? Quel est le processus? Comment ça se réalise en fait? Au premier abord, nous collectons les papiers, disons les papiers déchets, les papiers inutilisables, on les collecte. Il n'y a pas que seulement les papiers, il y a les cartons. Et après avoir fini de les collecter, on les trie. Et maintenant, après le triage, on passe à la coupure des papiers en petits morceaux. Maintenant, on les trempe dans de l'eau, dans une eau assez abondante. Et on attend un certain jour pour pouvoir les faire ressortir et les broyer. Et après avoir fini de les broyer, on met un produit spécialement fabriqué par moi-même, conçu par moi-même, pour pouvoir donner une certaine résistance à la pâte, disons. Maintenant, la pâte est prête, est fin prête pour passer à la transformation des œuvres. Parlant de transformation, nous irons vers l'atelier pour voir un peu comment ça se passe.
Madame Jeanne Amadji, nous voici devant une œuvre que vous avez entamée. Dites-nous, vous l'avez démarrée depuis quand et qu'est-ce qui reste à faire sur cette œuvre? L'œuvre là, je l'ai commencée, ça fait environ 40 jours. Et c'est à l'étape vraiment brute. Puisque disons que c'est une femme que je suis en train de réaliser. Donc rien n'est encore fait là-dessus. Et ça se passe progressivement et avec plus de précision pour pouvoir arriver à une finition parfaite. Ce n'est que du papier qui est déposé là-dessus? Il y a aussi une partie qui est aussi faite en carton, et pâte de carton, je veux dire, qui est derrière. Vous avez parlé d'une passion, effectivement, c'est vraiment une passion et je peux dire simplement que cette passion est venue vers moi et je l'ai embrassée entièrement. C'est ça qui fait que j'évolue progressivement. Depuis combien d'années en fait est-ce que vous le faites? J'ai eu l'inspiration, ça fait déjà 7 ans. Je suis en train de travailler sur le papier recyclé et la transformation du papier recyclé en des objets d'art, ça fait déjà 7 ans. Ce n'est pas seulement des objets d'art, je fais aussi des meubles comme des pose-verres, des guéridons, et qui sont déjà faits prêts, ils sont là. Et toujours avec du papier recyclé? Oui, toujours avec du papier recyclé 100%. Quelle a été votre formation de base en fait? J'ai suivi une formation en art calligraphique et sérigraphique. Et je réalise les panneaux publicitaires. Je suis spécialisé dans la réalisation des panneaux publicitaires, des enseignes lumineuses, des plaques de domaine, des plaques de parcelles. Et je fais également les impressions sur les t-shirts, les casquettes et les porte-clés. Je ne veux pas être une plasticienne en quelque sorte, mais je veux seulement qu'on me connaisse en tant qu'innovatrice et de transformation des papiers recyclés en des objets d'art. Et je peux dire que la réalisation de cette œuvre, je la réalise avec une technique de moulage, à peu près la même technique qu'on utilise pour réaliser les œuvres en agile, mais avec une certaine petite modification. Le métier que vous faites, est-ce que ça vous épanouit? Oui, entièrement ça m'épanouit parce que c'est une passion. Et lorsque le métier que tu exerces est une passion pour toi, et ça ne peut que te procurer de la joie. Je suis vraiment entièrement comblé en faisant ce travail. Eh bien, Madame Amadji, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le travail? Et comme toute chose, il y a toujours des difficultés. La première difficulté que j'ai au niveau du travail, de ce travail, j'ai un problème de séchage. Parce que je peux prendre peut-être 3 à 4 jours, disons 3 à 4 jours pour réaliser une dizaine d'œuvres. Mais avant que ça ne soit vraiment prêt, il me faut 2 mois, 3 mois comme ça. L'autre difficulté, il faut l'écouler. Quand tu ne peux pas vivre de ce que tu fais, ça ne vaut pas la peine. Donc là, il y a les difficultés d'écoulement. Et je remercie Canal 3 et qui, grâce à lui, je crois que le public vont me découvrir. Et je suis sûr que bientôt, ils vont s'approcher de moi pour que je puisse passer à l'écoulement de mes œuvres. Et je suis en train de projeter et organiser une exposition. Quand on regarde un peu vos statues, les sculptures que vous avez déjà réalisées, on constate qu'elles ont beaucoup rapport à la femme. Pourquoi ce choix? Je suis une femme et que je ne peux que d'abord me donner une considération à moi-même d'abord. Et comme vous le savez, la femme est le premier facteur au développement économique et puis humain, disons. Donc, le rôle de la femme dans la société, c'est vraiment très énorme. Et la première idée qui m'est venue en tête, là, c'est de valoriser la femme à travers les œuvres que je fais.
Madame Jeanne Amadi Wessino, vous êtes d'un certain âge quand on vous voit. Est-ce que vous avez quand même des projets, des ambitions pour ce métier? Des projets, j'en ai. Puis le premier projet qui me vient dans la tête, je suis en train de penser à réaliser, disons, un zoo artistique. Et quand on parle de zoo, sûrement vous devez penser à des animaux. Donc, chercher un grand terrain et les œufs qui seront exposés sur ce site seront spécialement faits en papier recyclé. Bien sûr, je vais les aménager pour que ça soit un lieu de repos, un lieu de détente et un site, disons, touristique. Eh bien, chers téléspectateurs, nous étions ce mardi avec Madame Jeanne Amadi Wessino. Elle est spécialisée dans la fabrication, la réalisation des objets d'art, mais particulièrement des objets faits à base de papier, du papier recyclé. Vous avez découvert avec nous les différentes sculptures qu'elle a réalisées avec la technique de moulage, comme elle le dit. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain. Et voilà, nous étions avec Ouliat Sanoussi à l'instant même dans cette rubrique en immersion. On va poursuivre notre randonnée matinale avec la revue de presse, le point de l'actualité ce matin. On fera un tour sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi où le quotidien Fraternité ce matin nous raconte le calvaire des étudiantes dans les bus. Et puis la cherté de la vie et les mesures d'accompagnement du gouvernement font également la une de l'actualité. Le point de tout ceci dans cette revue de presse réalisée par Assion Bonkani. Assion. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 3 Bénin, bonjour. Le président du Parlement béninois, Louis Vlavonou, était sur une chaîne de télévision de la place où il s'est prononcé sur la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement pour soulager les populations. Matin Libre le rapporte qui estime que la cherté de la vie n'est pas liée au budget voté. Fraternité le cite également qui confie que la cherté de la vie observée actuellement dans le pays n'est pas du tout du fait du vote du budget de l'État et le Code général des impôts, comme veulent le faire croire certaines langues. En réalité, il n'en est rien. La cherté de la vie a des causes exogènes et des causes endogènes. Par ailleurs, le journal Le Cite qui déclare « Nous ne nions pas qu'il y a cherté de la vie, c'est une réalité. Face à cette réalité, les pouvoirs publics ne sont pas restés les bras croisés. Ce qui se passe est pour un temps. Les mesures prises ont occasionné une perte de 80 milliards de francs CFA au niveau de l'État sur 3 mois. Ce n'est pas rien. Nous espérons que d'ici 3 mois, d'autres conditions permettront encore de ramener les prix à la baisse. Et à l'Assemblée nationale même, le journal La Primeur note que le président Louis Vlavonou a reçu en audience le lundi 4 avril 2022 une délégation de députés autrichiens conduite par le professeur Axel Kasseger. Entre autres sujets au cours des échanges, la question relative au système éducatif béninois et son adéquation avec le marché de l'emploi. À cet effet, les deux parties ont pris des engagements aux fins d'améliorer les choses au profit de la jeunesse béninoise. Et puis, Fraternité s'intéresse au compte à rebours dans le cadre de l'augmentation des salaires des travailleurs, écrit qu'annoncé depuis 3 mois par le chef de l'État, Patrice Talon, dans son message de vœux de nouvel an à la nation. L'augmentation des salaires et du SMIC n'est toujours pas concrétisée. Si le gouvernement rassure les acteurs dans le contexte actuel de cherté de la vie, certains trouvent ce retard long et espèrent davantage de mesures, aussi bien pour les travailleurs que les entreprises. À en croire le ministre d'État Waraï, la question de la cherté de la vie se pose sur 3 principes d'orientation, dont l'augmentation du pouvoir d'achat des entreprises et la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations. C'est dans ce contexte de crise mondiale que l'économiste du Bénin renseigne que les signaux sont au vert pour le secteur bancaire béninois en 2021. Malgré les impacts de la Covid-19, c'est ce que retient le journal au terme du bilan de la rencontre de concertation entre la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
et les membres de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers. Rencontre qui a permis aux participants d'examiner la situation du système bancaire national à fin décembre 2021 et d'échanger sur le fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l'Union monétaire ouest-africaine. Pendant ce temps, Décryptage Info rapporte qu'au sujet de l'indice Liberté humaine 2021, le rapport de Human Freedom Index, indice de la liberté humaine, a été rendu public par think tanks américains et canadiens Cato Institute et Fraser Institute. Le Bénin occupe le 7e rang africain et est 76e dans le monde. L'économiste du Bénin explique que l'indice de la liberté humaine note les pays sur 82 indicateurs distincts de la liberté. Il s'agit entre autres des indicateurs comme l'état de droit, la sécurité et la sûreté, la liberté de déplacement, de religion, d'association, de réunion, d'expression et d'information ou encore la liberté de commerce international. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous sommes le 5 avril 2022. Chez vous, c'était la matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée du mardi. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.